Bienvenue dans cette édition de la rétrospective. Voici les titres de l'actualité qui a marqué la semaine. À l'approche de la prochaine conférence sur le climat, le président de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber, a annoncé un important projet gazier. C'est le premier projet au monde qui va opérer avec l'objectif zéro carbone. La 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire CIALO est lancée depuis la semaine dernière à Lomé. Plusieurs secteurs agricoles ont été promus. Les détails à suivre dans ce journal. Enfin, désormais, le monde connaît l'évaluation des impacts des catastrophes mondiales. Le secteur agricole a chuté de 3 800 milliards de dollars. À quelques semaines de la prochaine conférence sur le climat, le président de la COP28, le sultan Ahmed Al-Jaber, a annoncé un important projet gazier. Ce projet sera le premier au monde à opérer avec l'objectif zéro carbone selon la compagnie publique émirati ADNOC, ce qui a suscité des critiques des défenseurs de l'environnement. Suivant. À quelques semaines de la conférence mondiale pour le climat qui se tiendra dans le riche état du Golfe, le géant des hydrocarbures émirati ADNOC a annoncé l'attribution des contrats de construction d'un important projet gazier. Ce projet qui concerne les champs offshore de Haï et Gacha sera le premier au monde à opérer avec un objectif zéro émission nette, a déclaré la compagnie publique émirati dans un communiqué. Ceci va attirer les critiques des défenseurs de l'environnement. Signés au dernier jour du Salon de l'énergie à Abu Dhabi, les contrats du projet attribués par ADNOC ont une valeur estimée au total à 16,94 milliards de dollars. Les travaux de construction des deux sites offshore ont été confiés à une co-entreprise entre l'Émirati National Petroleum Construction et l'italien Sapem, tandis que la société italienne Tecnimont se chargera des infrastructures onshore. Présenter un projet d'énergie fossile comme étant net zéro émission opérationnelle est totalement trompeur, a révélé Mia Moisio du groupe d'experts de Climat Action Traca, en soulignant que la majorité des émissions des hydrocarbures proviennent de leur combustion et non de leur production. Selon le communiqué de l'ADNOC, le projet comprendra des technologies de décarbonisation innovantes, permettant de capter et stocker 1,5 million de tonnes de CO2 par an et bénéficiera de l'hydrogène à bas carbone et l'électricité produite à partir du nucléaire et des énergies renouvelables. En revanche, le projet Haï Gacha fait partie de la concession de Gacha dans l'émirat d'Abu Dhabi qui vise à produire plus de 42,5 millions de mètres cubes de gaz par jour d'ici à 2030, contribuant à l'autosuffisance des Émirats arabes unis en gaz et la stratégie de croissance et d'exportation d'ADNOC Gaz, la filiale gazière du groupe selon la même source. Le tribunal de l'environnement et de la terre de Nairobi a suspendu la décision du président William Ruto. Ce dernier avait autorisé la reprise de l'exploitation des forêts après plus de 5 ans d'interdiction. Irène Papadina pour plus de précisions. Le président kenyan avait expliqué que la reprise de l'exploitation forestière visait à créer des emplois et à développer les secteurs de l'économie qui dépendent des produits forestiers et qu'elle ne concernait que les arbres arrivés à maturité dans les forêts plantées et gérées par l'État. Pour la justice, cette mesure est nulle et non avenue en raison de l'absence de débat public. L'interdiction de l'exploitation des forêts avait été prise en février 2018 pour enrayer la disparition rapide des forêts au Kenya. Pour les défenseurs de l'environnement, le président William Ruto est allé à l'encontre d'une promesse de sa campagne présidentielle où il promettait la plantation de 15 000 arbres sur toute l'étendue du territoire. Le tribunal de l'environnement et de la terre de la capitale kenyane a toutefois autorisé l'abattage de 5 000 hectares d'arbres matures en conformité avec une évacuation menée par une agence gouvernementale et une réglementation en vigueur.
Je vous le disais en titre, lancé depuis la semaine dernière sous le thème mécanisation et irrigation, le levier d'une agriculture moderne et durable, la 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire Cialo a pris fin hier. Plusieurs secteurs d'activité ont été mis en valeur. C'est la région de Kara qui a été mise en honneur cette année pour faire valoir les compétences agricoles de ce milieu. Léonce Sado. Le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Cialo, qui se déroule du 10 au 20 octobre 2023, a effectué son ouverture officielle ce 11 octobre 2023 par son commissaire général M. Tito Atipo, par le représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, M. Dacha Boissy, et par les différents partenaires. Ce salon vise à promouvoir le secteur agricole, à valoriser et à améliorer la qualité de la productivité agroalimentaire au Togo. Au programme, des expositions avec des exposants venus de tout le Togo et de plusieurs autres pays, des panels animés par des experts mis à la disposition par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural et par les partenaires, des rencontres professionnelles et pour finir, le concours de l'innovation. Qui seront consacrés à l'agroécologie et la prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre de l'élaboration des projets agricoles. Une autre journée sera dédiée à ce que nous appelons l'entrepreneuriat agricole et comment on peut avoir accès aux marchés agricoles, aux marchés régionaux. Pourquoi? Parce que nos jeunes structures, les TPE et les MPE, ne sont pas suffisamment outillés pour saisir les opportunités que présente par exemple aujourd'hui ASLECAF. Comment est-ce qu'on peut les aider? Comment est-ce qu'on peut les outiller à saisir les opportunités? Nous pensons qu'en organisant cette journée qui est dédiée à l'agro-entrepreneuriat des jeunes et à l'accès aux opportunités, ils peuvent être suffisamment outillés pour parvenir à réussir ce challenge-là. Nous aurons une autre journée qui sera dédiée au financement du secteur privé. Nous allons prendre pour partenaire l'agropole de Kara qui viendront présenter les opportunités qui sont disponibles pour le secteur privé. Nous allons aussi prendre une autre journée qui sera dédiée au rôle des interprofessions agricoles pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Pourquoi aujourd'hui la tendance, nous sommes justement dans le mois de la consommation locale. Nous sommes en train de remarquer qu'il y a une tendance progressive dans la consommation des produits locaux. Il faut que les organisations paysannes s'organisent pour que la production suive la consommation. Nous ne voulons pas arriver à un stade où on aura des besoins en termes d'exportation et d'importation encore de nos produits. Et en termes d'innovation, nous organisons le grand concours de l'innovation agricole, qui est un programme destiné à encourager et à faire la promotion de l'innovation dans le secteur agricole. Nous souhaitons vivement que les visiteurs, tous ceux-là qui ont des projets agricoles, ceux qui veulent rencontrer des partenaires financiers, ceux qui sont intéressés, qui ont un penchant pour l'agroécologie, viennent rencontrer les acteurs qui sont présents à ce salon. N'oublions pas que nous avons des partenaires qui sont en délégation et qui sont venus à ce salon pour proposer les technologies et les solutions en matière de délégation dans les projets agricoles. Le Cialo, qui est à sa 10e édition cette année, a choisi comme thème mécanisation et irrigation, levier d'une agriculture moderne et durable. Cette année, nous organisons la 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, un espace que nous avons pensé pour regrouper tous les acteurs qui sont dans le secteur agricole. Pour nous, en considérant qu'il y a un changement climatique en cours qui a forcément des externalités négatives sur la productivité, nous pensons qu'il est important de développer des solutions qui puissent renforcer la résilience des agriculteurs. C'est en cela que nous avons réfléchi à la solution de l'irrigation, qui peut permettre justement de ne plus attendre la pluie, de ne plus être à la merci de la pluie. Nous pensons aussi que la mécanisation est très importante pour le secteur agricole togolais. Simple exemple, vous allez voir un fort taux de population utilisée dans le domaine agricole dans les pays africains. Vous ne verrez pas le même schéma dans les pays européens. Si on se rend compte, on voit effectivement qu'ils ont quelque chose là-bas qu'ils utilisent que nous autres n'utilisons pas. Et je pense que le secret, c'est la mécanisation et l'irrigation. Nous avons besoin
de transformer notre agriculture pour que nous puissions assurer l'autosuffisance alimentaire. Et cela passe par la mécanisation et l'irrigation. Il y a des machines, il y a toute catégorie. Donc on a aussi des machines agricoles, à savoir les tracteurs, les agriculteurs et moissonneuses. Bon, côté riz aussi, on a les machines de transformation de riz. Bon, comme matériel de transformation de riz, on a les calibreuses, c'est pour avoir le riz en différentes catégories. On a aussi la machine, le moulin de riz, la décortiqueuse. Oui. Donc on a la décortiqueuse qui permet de transformer le riz bâti en riz grain. Lorsque vous avez des problèmes d'agriculture, vous appelez CIA, vous avez la solution. C'est l'occasion pour nous de rencontrer les agriculteurs, pour les exposer en quelque sorte ce que nous avons et les innovations que nous avons apportées à l'agriculture. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement nos vaillants producteurs utilisent encore les dabas pour le labour. Donc on essaie d'introduire le motoculteur pour permettre aux agriculteurs de labourer facilement sans effort. On a aussi la moissonneuse du riz pour les permettre aussi de récolter le riz sans problème. Parce qu'actuellement, ils utilisent une faucheuse et avec toutes les difficultés que ça contient. Bon, avec la moissonneuse de riz, on va réduire l'effort qu'ils mettent dedans. Merci. Cette édition met à l'honneur la région de la Kara afin de faire un zoom sur les différents projets mis en œuvre par le gouvernement togolais et par les collectivités locales de la dite région. Selon M. Atiko, le changement climatique a forcément des conséquences négatives sur la productivité agricole, d'où la solution de mécanisation et d'irrigation pour transformer notre agriculture en une agriculture moderne capable de nourrir la population, car la mécanisation a le potentiel d'accroître et d'élargir la production, de l'application de l'énergie à l'amélioration du traitement de l'irrigation et de compenser les pénuries de main-d'œuvre. Au total, 200 exposants venus de 15 pays, à l'instar du Bénin, du Cameroun, du Nigeria, de la France, de la Turquie et de l'Allemagne, sont présents à ce salon avec plus de 5000 participants envisagés. Nous avons différents domaines d'activité. On a nos domaines phares. Ce qui nous amène ici, c'est l'agroécologie, c'est-à-dire l'agriculture durable. Et nous intervenons aussi dans le développement holistique, dans la gestion de projets, tout ce qui touche au changement climatique. Nous avons produit des manuels de bonne pratique sur l'agroécologie que nous exposons ici. Nous avons aussi le riz produit écologiquement avec nos producteurs d'aménagement que nous avons exposés dans nos stands. Et aussi différents documents qui touchent la validation des plans médicinaux que nous avons exposés dans nos stands. Pourquoi nous participons à ce salon? C'est parce que nous avons de l'expertise en termes d'accompagnement en agroécologie. Donc nous sommes venus pour exposer notre expertise à tous les visiteurs et aussi signer des partenariats possibles. Je viens de dire que nous avons du riz localement produit à base des pratiques agroécologiques. Donc nous sommes là pour exposer aussi ces produits-là. Et en termes d'attente, c'est d'avoir beaucoup plus de partenariats sur nos différents projets, avoir plus de producteurs qui aimeraient qu'on les accompagne dans le processus de transition agroécologique au Togo. C'est donc parti pour 10 jours d'exposition et de partage en connaissances agricoles. En Côte d'Ivoire, la culture de cacao pour la saison 2023-2024 est menacée par les intempéries. Les volumes destinés à l'exportation vont connaître une chute de 28,5% au cours des prochaines années. Irène Papadina. La récolte du cacao vient de commencer en Côte d'Ivoire. Et si l'on en croit les prévisions des experts, cette saison risque de ne pas être aussi bonne que la précédente. 5 exportateurs de cacao, 3 compteurs de cabosses et une douzaine d'agriculteurs de la région estiment que les volumes destinés à l'exportation devraient chuter de 28,5% en glissement annuel au cours des 3 premiers mois de la saison 2023-2024. Cette baisse est principalement imputée aux conditions météorologiques instables dans la région qui, naturellement, affaiblissent la production. La culture de cacao nécessite des périodes de précipitation et d'ensoleillement régulières.
Or, l'Afrique de l'Ouest, plus précisément, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria connaissent des mauvaises conditions climatiques. L'inquiétude quant aux récoltes a ainsi provoqué une soudaine hausse des prix mondiaux du cacao ces dernières semaines, atteignant leur niveau le plus élevé depuis 1977. Selon les exportateurs et les compteurs de Cabos, la production annuelle de cacao pour la Côte d'Ivoire devrait se situer autour de 1,9 million de tonnes cette saison, contre près de 2,3 millions la saison dernière. Dirigeants, entreprises de gestion des déchets, fournisseurs de recyclage, organisations non gouvernementales, chercheurs sont attendus du 23 au 25 janvier prochain dans la capitale algérienne pour le tout premier forum mondial des déchets. La rencontre sera axée sur l'innovation qui va contribuer à établir des modes de consommation conformes au 12e objectif de développement durable ODD. Alexandra Adekambi. Après des actions singulières pour mettre fin à la pollution par les déchets dans le monde sans aboutir à une éradication définitive du phénomène, les acteurs du domaine envisagent de trouver une solution commune et définitive à la crise des déchets sur la planète. Durant 3 jours, ils seront réunis à Alger, la capitale de l'Algérie, pour le tout premier forum mondial des déchets. L'Agence algérienne des déchets AND organise la grande messe qui aura pour cadre le Centre international des conférences d'Alger sur la côte méditerranéenne. Parmi les sujets qui seront abordés lors de cette première édition du Forum mondial figurent la gestion des déchets et de l'économie circulaire, la gestion des déchets et les énergies renouvelables, la gestion des déchets et la formation professionnelle, la gestion des déchets et les technologies propres, ainsi que les services et expertises en matière de conseil et de financement. Les participants au Forum mondial des déchets auront également la possibilité de rencontrer des partenaires d'affaires potentiels et de développer des réseaux professionnels pour de futurs projets. L'Afrique, en tant que l'un des continents les plus pollués par les déchets, a besoin de cette expertise et de ces constats si elle veut dévier les pronostics. Selon le programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat, la production des déchets en Afrique devrait atteindre 244 millions de tonnes par an d'ici à 2025, ce qui devrait davantage éloigner le continent du 12e objectif de développement durable ODD 12, qui vise à établir des modes de consommation et de production durable, notamment dans le secteur des déchets. Des envahisseurs aussi petits que tenaces, les punaises de lit sont des parasites qui vivent dans les maisons et qui se nourrissent du sang humain et d'animaux. Quels sont alors les facteurs d'existence et de la prolifération de ces parasites et comment s'en débarrasser? Éléments de réponse dans ce reportage. Les punaises de lit ou les punaises des lits sont des espèces d'insectes parasites hétéroptères de la famille des Cimicidae présents dans diverses régions du monde et se nourrissent de sang humain. Leur prolifération est un problème grandissant et semble avoir un lien avec le réchauffement climatique. Plusieurs facteurs environnementaux, notamment les changements climatiques, expliquent cette connexion et les implications pour la santé publique. Le réchauffement climatique provoque des modifications significatives dans l'environnement en influençant la distribution et le comportement des organismes vivants. Les punaises de lit, comme les autres insectes, sont sensibles aux variations climatiques. Une augmentation de la température globale favorise la production et la survie de ces parasites. Avec des températures plus élevées, le cycle de punaises de lit s'accélère. Elles peuvent se reproduire plus rapidement, augmentant ainsi leur population de manière exponentielle, ce qui rend également plus difficile leur éradication. Le réchauffement climatique permet aux punaises de lit de coloniser de nouvelles régions, autrefois inhospitalières en raison des températures très basses. Cette expansion géographique expose davantage de populations à ces parasites, augmentant ainsi le risque d'infestation. Le réchauffement climatique pourrait également jouer un rôle dans la capacité des punaises de lit à développer une résistance aux insecticides. L'augmentation des infestations de punaises de lit soulève de sérieuses préoccupations pour la santé publique. Bien qu'elles ne transmettent pas de maladies, les punaises de lit causent l'inconfort, le stress et les réactions allergiques chez certaines personnes.
Parmi les facteurs qui contribuent à la prolifération des punaises de lit, le réchauffement climatique semble jouer un rôle significatif. Cela souligne de l'importance de lutter contre les changements climatiques et développer des stratégies efficaces pour contrôler et prévenir les infestations des punaises de lit à l'avenir. Savoir les reconnaître est donc essentiel pour agir rapidement. C'est une voiture électrique alimentée par une pile combustible à l'hydrogène vert. Elle est créée par le géant sud-africain de la chimie Sasol. C'est le fruit de la collaboration entre ce dernier et Toyota African Motors et Air Products South Africa. Alexandra Adekambi pour plus de précisions. La Toyota Mirai de deuxième génération a été présentée lors du Smart Mobility Africa Summit qui vient de s'achever à Johannesburg en Afrique du Sud. Ce véhicule électrique est alimenté par une pile à combustible à hydrogène vert développé dans le cadre d'un partenariat entre le géant sud-africain de la chimie Sasol, la filiale sud-africaine du constructeur automobile japonais Toyota et celle du groupe industriel américain Air Products. La Toyota Mirai de deuxième génération est alimentée par de l'hydrogène produit par Sasol à partir d'une centrale solaire photovoltaïque. Cet hydrogène est distribué à travers une technologie fournie par Air Products. Pour Sasol, il s'agit d'une alternative durable qui peut décarboniser le secteur des transports en électrifiant les camions long courriers, les bus et les flottes minières. Il s'agit d'une avancée considérable dans le développement du transport durable en Afrique du Sud grâce au constructeur Toyota qui fait partie des pionniers dans le développement de la mobilité à l'hydrogène au niveau mondial. Le géant japonais fait de la recherche sur cette technologie depuis 1992. Le partenariat entre Toyota et Sasol a été signé en 2021 dans l'optique de développer un corridor de transport et d'étendre la démonstration à un projet pilote utilisant l'un des principaux corridors de près d'Afrique du Sud, notamment la route nationale numéro 3 entre Durban et Johannesburg pour les camions roulant sur de longues distances alimentés à l'hydrogène vert. En Turquie, la terre se fondre et des gigantesques trous se forment suite à des pompages excessifs des nappes souterraines de l'irrigation, conséquence de l'agriculture intensive. La situation inquiète les habitants et les agriculteurs. Vivas Aman. Les sols turcs croulent sous l'effet des excès de l'agriculture. De gigantesques trous se forment en Turquie à cause des pompages excessifs des nappes souterraines pour irriguer les cultures. Large de 50 mètres et dont la profondeur peut atteindre les 40 mètres, ces cavités appelées dolines se comptent par milliers dans les champs des agriculteurs turcs, notamment dans la région d'Anatolie centrale. D'après le centre de recherche sur les dolines de l'Université technique de Konya, 2550 dolines ont été recensées en 2021 contre 299 en 2017. Un chiffre inquiétant et une situation très alarmante pour les habitants et les cultivateurs. L'agriculture intensive est pointée du doigt car à l'origine, ces trous se créaient naturellement par l'érosion du calcaire. Mais depuis quelques années, l'augmentation exponentielle de cette doline est due au pompage excessif des nappes souterraines pour l'irrigation. En effet, depuis plus de 60 ans, la Turquie s'est lancée dans la transition vers une agriculture intensive. Ceci a poussé les cultivateurs à creuser des puits plus profonds, provoquant une baisse du niveau des nappes souterraines dans les années 1980 selon le professeur Fethullah Arik, directeur du département d'ingénierie géologique de l'Université de Konya. Il affirme que les baisses du niveau des puits sont passées de 1 à 2 mètres après les années 2000 à 20 mètres ces dernières années. D'après un rapport du Fonds mondial pour la nature, environ 45% de l'eau utilisée à des fins agricoles provient des nappes souterraines. Tous ces facteurs entraînent la formation des dolines dont les conséquences sont considérables. Le professeur Fethullah Arik certifie que les dolines endommagent les habitations, les infrastructures et des terrains agricoles. Ces grands trous représentent aussi un risque pour les habitants. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer à cause de la formation de ces gouffres. Mais certains riverains vivent dans la peur et sont contraints parfois de déménager car des dolines sont tout près de leur habitation. Ce problème des dolines ne se pose pas seulement en Turquie. De gigantesques cavités similaires se sont déjà créées en Australie, en Israël et en Floride aux États-Unis à cause des mines abandonnées, de l'exploitation de sable et le pompage excessif des nappes souterraines.
La Russie va participer pour des milliards de dollars à différents projets de développement en Afrique, des projets visant à créer des infrastructures de gaz naturel liquéfié, selon le président de la Chambre de l'énergie. Les pays concernés sont notamment l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Nigeria et le Mozambique. Regardez. Plusieurs pays africains entameront divers projets de gaz naturel liquéfié conjointement avec des opérateurs russes, a déclaré Sputnik Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie. Ces projets qui écopent plusieurs millions de dollars visent à créer des infrastructures de gaz naturel liquéfié dans 4 pays africains, notamment l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Nigeria et le Mozambique, a-t-il claironné en marge de la semaine russe de l'énergie à Moscou. De plus, plusieurs entreprises russes devraient prochainement rejoindre des consortiums au Mozambique, au Congo, au Sénégal et au Kenya afin de les développer. Ainsi, les exportations devraient augmenter de 51% d'ici 2030 pour atteindre un volume de 100 milliards de mètres carrés. Dans un rapport publié en mai dernier par la Chambre africaine de l'énergie, il ressort que l'Afrique devrait considérablement bondir ses exportations dans les années à venir. Le Mozambique devrait voir sa capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié passer de 3,4 millions de tonnes en 2023 à 16,3 millions en 2030, puis à 31,5 millions en 2035. De même, le Sénégal, la Mauritanie et la Tanzanie devraient accroître rapidement leur capacité d'exportation du gaz naturel liquéfié d'ici à 2035, selon ce rapport. En France, la sécheresse s'installe petit à petit et les nappes phréatiques ont du mal à retrouver leur niveau normal. La chaleur de l'été et celle de l'automne accentuent cette sécheresse. L'incertitude s'installe pour 2024. Les détails avec Vivas Aman. Les sols s'assèchent en France. La chaleur inhabituelle de l'été et de ce début d'automne entraîne l'Hexagone vers la sécheresse. Les nappes phréatiques françaises sont toujours en dessous des moyennes depuis plusieurs mois et n'arrivent pas à se recharger comme il le faut. Le Bureau de recherche géologique et minière BRGM, qui est chargé de la surveillance des principales réserves d'eau potable métropolitaine, annonce qu'au début de ce mois d'octobre, 66% des nappes phréatiques métropolitaines étaient encore sous les normales. Un niveau un peu plus bas qu'à la fin du mois d'août, où les nappes étaient à moins 62% de la normale. Toujours selon le BRGM, les orages de mi-septembre ont été peu efficaces pour la recharge des nappes et par conséquent, la situation se dégrade au fil du temps. Par contre, la situation est globalement plus favorable que celle observée l'année passée où en septembre, on notait que 74% des niveaux étaient mesurés sous les normales. Cette situation est quand même inquiétante car cet assèchement risque de repousser la croissance des végétaux dans l'Hexagone. Tout cela ne rassure pas les hydrogéologues car l'année 2024 à venir est compromise en ce qui concerne l'humidité des sols. Ainsi, les canicules et chaleurs inhabituelles que la France a subies au cours de cette année ont des répercussions graves sur l'avenir des écosystèmes, une situation qui découle du changement climatique. Et pour finir, le monde dispose désormais d'une évaluation des conséquences des catastrophes à l'échelle mondiale. Au cours des 3 dernières décennies, le secteur agricole a subi des pertes s'élevant environ 3 800 milliards de dollars. On fait le point avec Léon Sabo. Le secteur agricole et la sécurité alimentaire sont en danger constant à cause des catastrophes naturelles, a expliqué l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, dans son rapport publié ce 15 octobre. Selon l'institution onusienne, près de la moitié des coûts des pertes, au total 3 800 milliards de dollars, peuvent être attribués aux sécheresses, tandis que les inondations, les tempêtes, les ravageurs, les crises sanitaires et les conflits contribuent également de manière significative à cet impact croissant. Maximo Terrero, économiste en chef de la FAO, explique que les catastrophes produisent de niveaux de dégâts et des pertes sans précédent dans l'agriculture dans le monde. Leur gravité et leur fréquence croissante de 100 par an à 400 par an ces 20 dernières années affectent les systèmes agroalimentaires dans de multiples dimensions, compromettant la sécurité de l'alimentation et la durabilité du secteur agricole. Toujours selon le rapport, l'Asie est la région la plus touchée
mais les pertes annuelles moyennes à l'échelle mondiale s'élèvent à 113 milliards d'euros, soit presque l'équivalent des pertes annuelles expérimentées en Afrique, en Europe et dans les Amériques réunies. Néanmoins, par rapport à la production contrefactuelle, les pertes semblent importantes dans plusieurs régions d'Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord. Le continent est également le plus touché en ce qui concerne les risques liés au climat. La FAO a aussi constaté une augmentation significative du nombre de catastrophes, passant d'une centaine par an dans les années 1970 à environ 400 ces 20 dernières années. Cet impact pourrait s'intensifier, exacerbant encore les vulnérabilités sociales et environnementales existantes. C'est la fin de cette édition consacrée à l'actualité de la semaine. Merci de votre confiance à Green TV International. Bon week-end à tous.